on va juger le bilan par rapport aux objectifs. Et Amédée Kouakou, président du Congrès, avait défini 3 objectifs. Mobiliser la base militante. Je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de discussion. Hein. Regardez, aujourd'hui seulement, il y a eu meeting à Makori, à Bobo, à Yopougon, à Cocody, à Bondoukou et à Boissou. Donc, il y a eu 6 meetings qui font au moins entre 5 et 10 000 participants. C'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que pour la seule journée d'aujourd'hui, on n'a pas moins de 30 000 militants qui sont mobilisés. Donc je pense que l'aspect mobilisation, comme l'a fixé Amédée, qui est chargé d'organiser le congrès, c'est une réussite de ce point de vue-là. Ensuite, confirmer le soutien à la candidature de Alassane Ouattara. Bon, 200% des motions sont des motions de soutien à Alassane Ouattara. Donc je pense que l'une des premières décisions, ça sera sans doute de demander à Alassane Ouattara d'être candidat ou de réussir. Mais ça sera un point fort de ce congrès. Troisième objectif défini par Amédée, c'est définir les objectifs stratégiques pour les prochains congrès. Ça, je pense que ça s'est passé lors du prochain congrès. Je pense que ça s'est passé plus dans les travaux en commission. Dans le rapport qu'il a fait, que j'ai regardé, il a parlé de travaux en commission qui ont duré dans certaines bases jusqu'à 23h minuit. C'est-à-dire que le débat s'est produit. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que on voit trop dans nos partis politiques des décisions qui partent du haut vers le bas. Haut vers le bas, c'est-à-dire, quand on prend le cas du RHDP, le directoire va décider, ça se fait. Quand on parle le cas du PDC, la haute direction, comme j'aime le dire, c'est rare qu'on arrive à ces moments-là où la parole est redonnée aux militants. Et moi, c'est important. C'est important que la démocratie parte du bas dans nos partis politiques. C'est important qu'on entende. Et cette façon de faire des pré-congrès dans chaque région, dans 46 régions, et de revenir à la base militante, pour qu'elle dise, oh, ceci c'est qu'elle attend du parti, pour qu'elle dise ce qu'elle attend du pays. Je reviens, je fais une petite digression historique. Vous savez, pendant le parti unique, on avait une assemblée nationale, un parti unique, mais le moment le plus important en Côte d'Ivoire, d'un point de vue politique, c'est le congrès du PDC-RDA. Parce que tu ne fais pas attention, tu perds ton poste de ministre au congrès du PDC-RDA. Parce qu'il y avait ça. On repartait dans les villages, on interrogeait les sections, on interrogeait les bases. Et chaque ministre devait venir faire son bilan politique devant le congrès. Et c'était un moment très important. Je suis heureux qu'on revienne à ça et j'espère que les autres partis politiques vont aussi redonner plus souvent la parole aux bases pour qu'on ait une démocratie qui fonctionne plus par le bas, parce que je pense qu'on a une démocratie au niveau des partis politiques qui fonctionne trop par le haut. Merci. L'argumentaire de Blaise Lasme. Pendant longtemps, il y a eu ce fameux débat sur la possibilité pour le président de la République de se représenter, notamment le débat a commencé en 2020. Aujourd'hui, dans l'opinion, dans l'opposition, essentiellement, on ramène ce débat-là. Comment vous réagissez? Non, le débat a commencé en 2020, il s'est terminé en 2020. Parce que ce débat, il est tranché. Quand on a un débat juridique, qu'on a un débat constitutionnel, qui tranche le débat constitutionnel dans une république? C'est la Cour constitutionnelle. Donc le débat de la candidature d'Alassane Ouattara, il va se reposer si jamais en 2030, Alassane Ouattara va être candidat. Sinon, pour celui de 2025, il a été réglé en 2020. Le Conseil constitutionnel, après avoir entendu, et j'insiste là-dessus, parce qu'il faut bien comprendre comment fonctionne une république. Dans une république, qui que tu sois, tu peux avoir ton avis. C'est la démocratie. Tu peux penser, tu peux le dire. Mais il y a un seul avis qui compte. Je dis, et je l'ai déjà dit, si Alassane Ouattara lui-même disait en 2020, je ne peux pas être candidat quand je lis la Constitution. Lui-même, Alassane Ouattara, le dit. Qu'après, le Conseil constitutionnel dit, Alassane Ouattara, on a compris ce que tu as dit, mais quand on a regardé, là, tu peux être candidat. C'est pour le Conseil constitutionnel qui est légal. Il faut que les Ivoiriens le comprennent, qu'ils ne se laissent pas embarquer dans un débat inutile. Aujourd'hui, ce débat-là, il n'a même plus sa place. Moi, je le dis depuis près de 2 ans aux partis d'opposition. Quand ça a commencé, c'est juste le même plateau, j'ai dit, Alassane Ouattara, il sera candidat en 2025. Parce qu'en 2020, j'ai vu qu'ils préparaient un Amadou Gon. Ce n'est plus le cas. Ça fait 2 ans que je leur ai dit que ce sera leur adversaire. Donc, ils auraient dû se préparer. J'espère qu'ils se préparent à ça. Sinon, le débat est tranché. Maintenant, la question de la légitimité populaire d'un chef. En fait, en réalité, dans toute structure politique, quand on a déjà un chef, c'est difficile d'en avoir un autre. C'est pour ça que vous prenez, par exemple, les élections américaines. Le parti au pouvoir, quand il a mis mandat, sa convention, elle n'est faite que pour plébisciter le président actuel. Donc aujourd'hui, si Alassane Ouattara est président de la République et qu'il est constitutionnellement candidat et qu'il a envie d'être candidat, je ne vois pas comment dans la structure du RHDP, quelqu'un d'autre peut émerger. En revanche, et ça, ce sera la vraie question du RHDP, post-2025. En revanche, le RHDP va devoir se poser la question de sa cohésion, de son leader post-Ouattara. Mais aujourd'hui, je pense que, naturellement, la légitimité historique, il a.
parce qu'il est quasiment il fait partie des fondateurs, il a porté le parti, il a été candidat, il est président. Ils sont fiers du bilan. Et les militants, ça s'exprime. Je pense que les militants sont très clairs. Et contrairement aux autres partis, pourquoi on ne parle pas de plan B au RAGP, contrairement au PPACI ou au PDCRDA, qui n'ont pas leur président, leur candidat sur la liste électorale, il y est. Donc, ils n'ont pas vraiment cette préoccupation-là aujourd'hui. En revanche, oui, je suis bien d'accord, ça peut être une préoccupation post-2025, étant donné que pour l'instant, le principal pour eux, c'est d'abord de gagner l'élection présidentielle. Docteur Ayaoussa, Blaise Lasme. Alors, j'écoute attentivement. Et puis, mon frère Yacouba Doumbia, parlant tout à l'heure, il a parlé de 4e mandat. Justement, c'est ce qu'on ne veut plus en Côte d'Ivoire. La Constitution dit 2 mandats, c'est 2 mandats. Maintenant, ils disent... Donc vous, le débat qui dit qu'on n'a pas eu de révision constitutionnelle, mais plutôt une nouvelle constitution en 2016, et qui remettrait les compteurs à zéro, on a entendu beaucoup d'acteurs politiques également se prononcer là-dessus. Oui. Pour vous, ce débat-là, il n'a pas lieu d'être. C'est même pas moi qui le dis. Et je vais encore paraphraser mon frère Yacouba Doumbia, qui dit que dans ce pays, il faut que les gens apprennent à assumer leurs responsabilités. Quand un ministre de la Justice se retrouve devant un Parlement et dit de façon technique, il est impossible pour le chef de l'État d'être candidat à un 3e mandat et qu'on vienne nous dire après qu'il s'amusait et plaisantait. Mais attends, vous voulez comprendre ça comment? Quand le site de la présidence de la République dit, dans une attitude très dolosive, donc nocive, est-ce que cette 3e République permet que le chef de l'État puisse remplir un 3e mandat? Et ils écrivent en gros caractère non. Et on vient nous dire que non, il plaisantait, il ne savait pas ce qu'il disait, et que vers la fin, c'est le Conseil constitutionnel qui doit trancher. OK. Mais ils ont la mémoire courte. Monsieur Ali, en 2010, le Conseil constitutionnel a tranché. Il se trouve des gens qui viennent dire non, en 2010, ils ont barré 13 départements, ils ont barré 7 départements. Mais les avis ou les actes du Conseil constitutionnel sont censés être insusceptibles de tout recours. Mais quand vous revenez sur ce que le Conseil constitutionnel a dit en 2010, et puis vous êtes étonné qu'on revienne sur ce que le Conseil constitutionnel a dit en 2020, nous disons, et ça, ce n'est pas nous qui le disons, hein, c'est le ministre Cissé Ibrahima Bakongo, qui est rédacteur de la Constitution, que M. Hassan Ouattara ne peut pas se représenter pour un 4e mandat. Maintenant, qu'ils veulent violer la Constitution, c'est leur droit. Mais il est de notre devoir, dans une poursuite de principe, de dire ça, c'est un viol de la Constitution, ils ne sont pas d'accord. C'est ce que nous faisons. Ali, s'il te plaît. C'est ce que nous faisons, tout simplement. Alors, nous ne sommes pas d'accord pour un 4e mandat. Nous ne sommes pas d'accord pour un 4e mandat qui est un énième viol de la Constitution. Mais nous ne sommes pas surpris que le HDP demande que le président Hassan Ouattara viole la Constitution. Je l'ai dit tout à l'heure, la direction du RHDP elle-même est foreclose. Et les arguments qui sont avancés ici, c'est qu'il y avait la CAN, donc ils ne pouvaient pas se conformer à la loi. Mais ils sont toujours dans des prétextes pour ne pas se conformer à la loi. Ils sont toujours dans des arguments pour ne pas se conformer strictement à la loi. Nous demandons qu'un État se gère avec la loi, qui respecte la loi tout simplement. Oui, mais moi, ça sera ma dernière intervention sur le sujet. Après, j'en parle même plus. Je pense qu'il faut arrêter de... Tu sais, on a des jeunes frères, des gens qui regardent cette émission, hein, qui ont envie de comprendre, qui ont envie de connaître. Donc, on ne peut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. La légalité, là, dans tous les pays du monde, elle est donnée pas par le site de la présidence de la République, pas par le ministre de la Justice, pas par le président de la République. C'est ça qui est important. On parle ici de légalité. Est-ce qu'il en a le droit? Ce n'est pas le ministre de la Justice qui donne le droit constitutionnel. Ce n'est pas le site de la présidence. Donc quand tu mobilises tout cela, tu peux tomber dans la légitimité, dans la cohérence, dans ce que tu veux. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Mais dans la légalité seulement, tu ne peux pas tomber dedans. Parce que la personne, que nous tous, parce que quand on parle de respect de la Constitution, surtout respecter les institutions du pays et leurs prérogatives. Et l'institution qui est chargée de donner la légalité, c'est le Conseil constitutionnel. Voilà pourquoi je dis à Dr Youboué qu'il a tranché. Il n'y a pas deux façons de trancher. On lui a posé la question. Est-ce que Alassane Ouattara peut être candidat? Lui, il dit oui, il n'a pas tranché, mais il a tranché. Donc juridiquement, légalement, c'est fini. Maintenant, l'arnaque dans laquelle cela veut nous mettre, c'est l'arnaque de 2010. Il y a deux choses qu'il faut retenir en 2010. Première chose, je l'ai dit et je le répète pour la dernière fois, je ne reviens plus là-dessus. En 2010, on était en crise. Et en 2008, Laurent Gbagbo lui-même a signé l'accord de Pretoria dans lequel on a invité la communauté internationale à gérer notre crise. On lui a donné un pouvoir qui fait qu'elle a le pouvoir d'être au-dessus de notre Conseil constitutionnel sur l'élection.
C'est pour ça que quand la CEI a fini, le Conseil constitutionnel a fini, on est parti vers le suprême à qui on a donné ce pouvoir, qui est la certification. Et elle a dit ce qu'on a retenu. Et d'ailleurs, vous voyez, on ne s'est pas arrêté à ça. Quand le choix a fini, là, on a même rappelé le Conseil constitutionnel pour venir donner la légalité. On ne s'est pas arrêté à ça. On aurait pu dire c'est fini. Mais on dit non. Malgré ça, Yondré vient. Il est venu dire qu'il était possédé. Dieu merci, on l'a délivré, donc il a redonné la légalité. Mais chose plus grave, sur lesquelles on va savoir, dans une république, le suprême, c'est le peuple. Le Conseil constitutionnel, là, il ne peut pas prendre de décision contre le peuple. Le peuple s'est exprimé. Il a voté. Toi, Conseil constitutionnel, tu ne peux pas venir mélanger des résultats pour changer ce que le peuple a dit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va à une élection présidentielle, et ça, c'est dans la Constitution, que, par exemple, il y a 5000 voix d'écart. S'il y a un coin de fraude où on a 2000 voix, le Conseil constitutionnel peut annuler. Parce que les 2000 voix ne changent pas. Mais si en annulant, on passe à 6000 voix, il n'a pas le droit d'être au-dessus du peuple. Tout ce qu'il peut faire là, c'est réconvoquer le peuple. Yandré ne peut pas se permettre, parce qu'il est Conseil constitutionnel, de dire le peuple a choisi Ouattara, mais moi, Yandré, parce qu'il y a ça ici, j'annule, et puis je mets un nouveau. Il dépasse ses prérogatives. C'est important. Donc il faut arrêter d'enfumer les Ivoiriens. En 2010, on était tous là. Ce que je dis là, c'est factuel. Tout Ivoirien qui a vécu ça le sait. Vous avez perdu. Et comme d'habitude, je dis le PPAC perd toujours. Et à chaque fois, en 2010, on n'a pas pu. On ne peut pas l'accepter parce que la communauté internationale était la veille. Mais le Conseil constitutionnel ne peut pas prendre une décision au-dessus du peuple. Il ne peut pas venir dire que le peuple a choisi et plus la guerre. Ce n'est pas possible. Donc arrêtez d'enfumer les gens. La question Ouattara, elle est tranchée. Mais on va la reposer en 2025. Puisqu'en 2025, là, il ne va pas déposer ce dossier encore, non? Et puis le Conseil constitutionnel va trancher encore. Et ils vont retrancher. Je ne vois pas comment ils vont faire ce qui est différent de 2020. Arrêtez d'enfumer les Ivoiriens. Moi, je pense que le débat sur Ouattara, sa candidature. Voilà, c'est bon, ça va. Et merci Ali. Je vais profiter de la tribune que vous nous donnez pour, au nom du président Laurent Gbagbo, saluer et apporter notre compassion à ces Ivoiriens qui ont été victimes d'inondations à travers les pluies diluviennes qui s'abattent sur Abidjan depuis hier avant-hier. Il y a eu des Ivoiriens qui ont perdu des biens, il y a eu des véhicules qui ont été emportés. Donc, au nom du président Laurent Gbagbo, nous voulons leur apporter notre compassion. Après ça, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Donc, on parlera de la fête des pères à la fin de l'émission. Ah, oui. Ne vous inquiétez pas. Ok, merci beaucoup. J'ai une question pour vous concernant la fête des pères, à la fin de l'émission. Alors, on va revenir sur le folklore qui est orchestré par le parti au pouvoir. Il y a une phrase qui m'a marqué. Laquelle? Alors, c'est le ministre Demba Pierre parlant qui disait « Les populations de Songhon à l'unanimité ont choisi le président Hassan Ouattara ». Alors, comment il arrive à définir cette unanimité-là? C'est donc du populisme, c'est donc de la démagogie, et c'est ce que symbolisent ces pré-congrès-là. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que des hommes d'État qui sont arrivés par des arguments juridiques pertinents à nous persuader que le président Hassan Ouattara ne pouvait pas prétendre à un troisième mandat, viennent défendre l'idée d'un quatrième mandat de ce même président. Ça, on l'a perçu avec le ministre Bakongo, on l'a vu avec le ministre Albert Mabry-Touakes, on l'a vu avec le ministre Madou qui dit à Paris que Ouattara doit être un candidat, le président Ouattara, s'il vous plaît, alors que lui-même disait en son temps que le président Ouattara n'allait pas se représenter. Donc, ça met en cause la cohérence, ça met en cause la crédibilité de ce parti-là. Mais c'est normal, c'est un parti qui fonctionne en légalité. Parce qu'ils organisaient un congrès, il y avait une direction qui a été mise en place pour 5 ans, qui est là depuis 6 ans bientôt. Donc, c'est une direction illégale qui est en train d'organiser le passage en force d'un candidat qui ne peut pas se présenter. Moi, j'avais pensé que le RHDP, à travers ces congrès-là, allait envisager sérieusement un plan B. Parce que le président Hassan Ouattara, au vu de la loi, au vu de la Constitution, au vu de ce que le ministre Hassan Kabila a dit devant les députés, au vu de ce que le ministre Cissé Bakongo a prouvé en tant que rédacteur de la Constitution, ne peut pas se présenter. Toute autre posture est un passage en force. Bon, très bien. Mais si on doit passer aux autres sujets, on a plusieurs sujets qui nous attendent ce soir. Blaise Lasma, allez-y. Oui, mais il y a un débat qu'on ne va pas finir d'épuiser. Parce qu'il est très facile de dire en 2020, le Conseil constitutionnel a dit on ne doit pas revenir dessus. Mais en même temps, en 2010, le Conseil constitutionnel a dit et il faut qu'on revienne sur ce que le Conseil constitutionnel avait dit. Mais je vais plus loin. Je vais plus loin. Non, mais attendez. Je vais répondre la parole. Non, s'il vous plaît, s'il vous Je plaît. vais plus loin. Blaise Lasma, non, moi je vais vous arrêter. Oui, Non, écoutez-moi, s'il vous plaît, messieurs. On se calme, tout le monde se calme.
Alors, on parle du congrès, des pré-congrès, du... Des s'il vous pré-congrès, plaît, on parle d'un s'il vous- quatrième mandat. S'il vous plaît, je vais vous donner la... On parle surtout d'un S'il vous quatrième plaît, mandat. Blaise Lasme, s'il vous plaît, monsieur. Et on nous renvoie au Blaise Lasme, Conseil constitutionnel. mais c'est moi qui vous donne la parole, je vous l'arrache. Ok, s'il vous plaît, j'attends s'il vous impatiemment. plaît, s'il vous plaît. Monsieur, le sujet à l'ordre du jour à l'entame de cette émission, c'est le bilan des pré-congrès, s'il vous plaît. Dans l'actualité politique, je vous l'annonçais, la lettre ouverte de l'ancien président Laurent Gbagbo adressée au peuple ivoirien jeudi. Il a lancé un appel à la mobilisation en faveur d'un nouveau mouvement citoyen baptisé Trop c'est trop. Il le présente comme un rassemblement pacifique et démocratique au service d'une Côte d'Ivoire libre, juste et prospère. Quels sont les enjeux de cette lettre? Quelle est sa portée? Je vous... Bien, j'ai eu l'impression aussi, hein, sur la forme, qu'après la déclaration quasi de guerre, avec pour principal mot la bagarre, en demandant aux jeunes de s'apprêter à la bagarre du samedi. D'ailleurs, quand j'ai vu l'annonce du courrier, je me suis dit pourquoi? Je me suis dit peut-être qu'il a senti le roussi et qu'il a voulu se rattraper. Bon, c'est tant mieux si on a un courrier plus, je pense, plus tendre et plus républicain que le discours qu'on a eu le dimanche, qui, à mon avis, n'était pas très républicain. Je vais quand même revenir sur deux choses. Hein. La première chose, c'est la notion de rassemblement. Mais moi, c'était sur ce plateau-là, depuis le retour de Laurent Gbagbo, sur ce même plateau, on a fait un direct. J'ai dit que Laurent Gbagbo doit rassembler. Et Laurent Gbagbo lui-même avait déjà annoncé le rassemblement. Puisqu'à l'époque, j'étais encore militant du PDC-RDA. Quand Guy Kaou est allé le voir à Bruxelles, Henri Konan Bedioui a proposé un rassemblement au-delà de l'idéologie. Laurent Gbagbo a répondu, on va y arriver, mais d'abord, il faut qu'il rassemble l'idéologie. Mais le rassemblement qu'il dit, là, c'est lui qui le bloque. D'abord au sein de la gauche. C'est lui qui a voulu, comment on appelle ça, contourner, c'est ça, non? Une pierre. C'est lui qui ne veut pas recevoir Charles Blé Goudé. C'est lui qui n'a rien trouvé d'autre à Simone Gbagbo que de la jeter dans une institution, etc. Je dis depuis toujours, si la gauche et Laurent Gbagbo veulent parler de crédibilité, être crédible dans la notion de rassemblement, il faut qu'il fasse son rôle. Son rôle-là, c'est lui le leader de la gauche. C'est de rassembler toute la gauche. Aujourd'hui, Blé Goudé, Afin Guessan, Simone Gbagbo sont obligés d'aller chez Tidiane Thiam. Mais pourquoi Laurent Gbagbo ne commence pas ce rassemblement-là par sa famille politique, la famille qu'il a fondée, la famille dont il est le leader? C'est pas ça d'abord qui sera crédible sur la notion du rassemblement. Sur toute autre chose, on va le voir comme de la politique politicienne. Blaise, votre première crédibilité, c'est de rassembler votre famille et c'est votre rôle. C'est vous qui êtes le leader de la gauche. Blé Goudé n'est pas mobilisé que vous, Simone ne peut pas que vous. C'est vous qui avez des élus. C'est votre mission. Avant de demander aux Ivoiriens de se rassembler, là, rassemblez d'abord la gauche. À partir de ce moment-là, à mon sens, c'est ce que vous avez toujours fait, vous serez plus crédible. Moi, c'est le premier conseil que je donne. Il faut rassembler d'abord la gauche. Elle en a besoin. Elle a son leader. Le leader est là. Hassan Ouattara est là. C'est quand Bédi est mort que les autres sont venus. Vous avez Laurent Gbagbo, mais pourquoi il ne rassemble pas? Il faut d'abord rassembler la gauche. Sur un programme de gauche qui a fait votre beauté, ce programme de décentralisation, d'écoles gratuites, c'est ça, non? C'est là qu'on vous a aimé. Et donc, il faut ça d'abord. La deuxième chose que je veux dire, c'est que quand j'ai lu, je me suis dit, on peut être opposant, et je comprends. Blaise essaye de m'intimider tout à l'heure, donc je vais rester dans ce qu'il a demandé. Il a demandé que ce soit constructif. Je suis vraiment constructif, Blaise. Mais on peut être opposant, on est dans son rôle. De dire ça, mais il faut être quand même dans la critique, il ne faut pas être aveugle. Quand tu viens dire qu'en Côte d'Ivoire est autocratique, ça ne marche pas. Parce qu'il y a 2 semaines, vous êtes retraité à l'Assemblée nationale de despote et puis vous êtes parti à la maison. Quand on prend le samedi passé, vous avez fait un meeting. Hier, le PDC a fait une marche. Avant ça, le PDC et le CAP ont fait un rassemblement. Donc, venez présenter la Côte d'Ivoire comme un pays autocratique où les gens sont en prison. Mais ça ne colle même pas à la réalité. Donc, personne ne va vous comprendre. Si vous continuez à parler de la Côte d'Ivoire comme un pays où il y a la paupérisation, tous les indices de pauvreté sont clairs. On est passé de près, quand vous avez laissé le pouvoir, on était à 55% de pauvreté. Aujourd'hui, on est à 37% de pauvreté. L'indice du génie qui calcule les inégalités, puisqu'il parle beaucoup d'inégalités, les inégalités, sur l'indice du génie, la Côte d'Ivoire était en 2015 à 46 points. Aujourd'hui, elle est à 37 points. Même pas aujourd'hui, en 2021, elle est passée à 37 points. Si on fait encore, on va voir. Et dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, sur les 33, 31 régions, plus 2 districts autonomes, il y a 29 dans lesquels les inégalités sont réduites. Donc quand tu viens dire que la Côte d'Ivoire, il y a des inégalités, il y a de la pauvreté, on a l'impression que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Quand tu me dises qu'on a des défis à poursuivre, que sur ces défis-là, tu vas te traiter la Côte d'Ivoire d'autocratique, ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça, justement, je termine dessus, parce que la lettre, ce n'est pas nouveau, hein. Ça fait des mois que vous avez lancé trop, c'est trop. Et il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement parce que vous êtes lunaire dans votre discours.
Vous êtes lunaire, vous n'êtes même pas proche de la réalité de ce qu'on vit au quotidien. Quand on lit ça, on n'a pas l'impression d'être en Côte d'Ivoire. Et puis, deuxième chose, parce que vous ne savez pas rassembler. Donc, d'abord, rassembler la gauche. Après, justement, ce mouvement de rassemblement va s'ouvrir. Et puis, oui, faire de l'opposition, mais faire de l'opposition réaliste. Parce que je vais dire qu'on est autocratique, il y a la paupérisation, il y a tout ça, ça ne marche pas. Je vais poser des questions des salaires. Jamais les salaires n'ont augmenté en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit jamais. Jamais ça a été fait. C'est pas ce que j'ai dit. Non, je dis que sur les salaires, par exemple, on ne parle de social. On ne revient pas là-dessus. Non, puisqu'on parle, il y a des paupérisations. Jamais on a eu une augmentation aussi importante des salaires des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Professeur Banga, je vous arrête. C'est concret, c'est factuel. Je vous arrête, merci. Je peux m'enlever les chiffres si vous voulez. Je vous arrête, s'il vous plaît. D'accord, je m'arrête. Blaise Lasme, professeur Banga a sorti une phrase. Il dit il n'y a pas d'engouement. La question essentielle ce soir, c'est quelle est la portée de cette lettre ouverte du président Laurent Gbagbo sur le peuple ivoirien? Il faut que je revienne sur un fait qui est important. Allez-y. La certification en 2010 n'avait pas pour fonction de se mettre au-dessus. Non, vous devez nous écouter sur ça. Parce qu'eux, ils vont jusqu'en 2000. Ça ne vous gêne pas. Pourquoi la question du quatrième mandat? Mais laissez-moi aller de mon argumentaire. On ira plus loin que 2000 même. Laissez-moi aller de mon argumentaire. Donc la certification n'avait pas pour but de se placer au-dessus du Conseil constitutionnel. En 2010, les candidats ont signé un accord disant reconnaître que le Conseil constitutionnel est chargé en dernier ressort de donner les résultats. Non. Ça, c'est factuel et c'est vérifiable. Mais on continue maintenant sur la lettre. S'il vous plaît. Sur la lettre. Alors, le docteur Banga a beaucoup parlé. Tôt, c'est tôt. Si je veux répondre, je vais me distraire. Je crois que c'est ça qui est la tactique. C'est d'aller de questions à réponse, me distraire. Tôt, c'est un cri de cœur. Mais c'est aussi un cri de ralliement. Quand je parle de ralliement, je parle de quoi? Madame Mandjara Ouattara, c'est une pour Ouattara, qui a eu confiance au RDR en son temps, qui a fait des prestations pour le compte des ponts du RDR ou de la présidence. Elle était endettée. Elle a été vidée de sa maison. Cette dame-là, dans la quête de son dû, désespérée parce que toutes les portes lui étaient fermées, s'est fait immoler devant la présidence de la République. Elle est décédée. Et tout, c'est un cri de ralliement pour tous ces entrepreneurs, pour tous ces prestataires qui souffrent et qui ont besoin d'avoir un incubateur où ils pourront exprimer leur désarroi, leur désespoir, qui ont besoin d'avoir une force motrice qui va leur permettre de pouvoir porter leurs revendications. C'est un cri de ralliement. Je vous donne un exemple qui est peut-être symptomatique, mais important. Il y a les chefs baoulés, les leaders baoulés, qui se sont réunis, qui ont baptisé le chef de l'État Alanissa. Et en retour, il a promis que s'il était élu, il allait s'installer à Yamoussoukro. Ça n'a pas été fait. C'est des gens qui sont déçus. Donc c'est le creuset de tous les déçus du régime Alassane Ouattara. Trop, c'est les docteurs non recrutés. C'est ces étudiants qui peinent à avoir leur bourse. Ces étudiants qui n'ont pas accès aux cités universitaires parce que les chambres, bien que construites et fonctionnelles, leur sont refusées. C'est ces jeunes entrepreneurs qui sont importateurs de véhicules et qui se voient interdits de faire venir les véhicules depuis de 5 ans parce qu'on veut arranger des industries qui peinent à apporter une plus-value au quotidien des Ivoiriens. C'est la ménagère qui a du mal à faire son marché parce que la vie est plus que chère. C'est ces enseignants qui revendiquent une amélioration de leurs conditions de vie et qu'on chicote et qu'on met à la privée de police, qu'on incarcère pour certains et qu'on libère après comme moyen d'échange pour faire stopper les grèves que ces instituteurs déclenchent. Mais c'est encore plus loin. C'est encore plus loin. C'est les déflatés de la SOTRA, de la RTI. C'est les jeunes dont les concours ont été annulés parce que ces concours ont été organisés en 2010. C'est les Ivoiriens qui souffrent. C'est ces Ivoiriens qui paient l'impôt foncier en 2024 à 525 000 francs et qui en 2025 seront amenés à payer 7 millions. Ça existe en Côte d'Ivoire. C'est les familles des enfants qui souffrent d'addiction à la drogue. Parce que la drogue se partage comme des petits bonbons en Côte d'Ivoire. C'est les victimes de la guerre qui n'ont jamais été indemnisées, qui ne sont même pas reconnues. C'est les victimes d'Amadou Rémi, c'est ces victimes de Diokwe, c'est ces victimes d'un peu partout. C'est les victimes de la rébellion. Le chef de l'État, en 2010, disait que dès qu'il est au pouvoir, il allait déclencher une enquête sur la rébellion. La rébellion a fait des victimes. Il y a eu des gens qui ont été enfermés dans des conteneurs, il y a eu des meurtres sauvages, il y a eu des assassinats. C'est tout cela.
Trop, c'est les parents des enfants qui vont à l'immigration par la mer. Certains sont détenus en Libye, en Algérie, ces Ivoiriens qui souffrent. Trop, c'est les victimes de la crise du troisième mandat, qui jusqu'à présent n'ont pas été identifiées clairement, n'ont pas été dédommagées. Trop, je peux dire beaucoup de choses, mais c'est les déguerpis de Jesco, de Koumassi, de Boïbana, d'Adjamé Village, c'est tous ces Ivoiriens qui ont souffert sous la présidence de M. Alassane Ouattara. Et à ces Ivoiriens-là, le président Laurent Gbagbo dit, ne perdez pas espoir, je suis là, je vais porter avec vous le combat pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est ça qui est tout, c'est tout. Très bien, on va marquer une pause. Partagez vos impressions dans les commentaires.